Nous avons une émission avec 3 sujets. Le nouveau prix Borchamp du cacao ivoirien, réaction du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, représenté sur ce plateau par son président, M. Koné. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans la deuxième partie de cette émission, la CEI a remis ce jour des affiches et des spécimens de bulletins de vote aux candidats, un processus clé pour la transparence électorale. Et puis dans la troisième partie, élections et paix sociale en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, bien sûr, est à l'épreuve de la démocratie. Nous allons essayer d'analyser ces 3 sujets au cours de cette émission. Ce soir, 3 consultants pour la première partie. Lancina Karamoko, analyste, bonsoir à vous. Bonsoir, Cédric. À ma gauche, Marcelin Niawa, analyste politique, bonsoir. Bonsoir. Et puis enfin, Dr Daouda Ouattara, analyste politique, bonsoir. Bonsoir, Cédric. Alors, M. Koné Moussa, président du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, entendez le SYNAPSI. Ces 3 consultants vous poseront également des questions. Tout d'abord, le prix Borchamp du cacao pour la campagne 2025-2026 est fixé à 2800 francs CFA en Côte d'Ivoire. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Merci. Nous avons accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie et en même temps avec beaucoup d'inquiétude. Puisque lorsqu'on a entendu dans la bouche du président de la République que le prix Borchamp de cacao était fixé à 2800 francs le kilogramme, et que le café vers le prix Borchamp était fixé à 1700. Alors, on a vraiment applaudi, mais on attendait la suite. La suite, c'est quoi? La motivation des acheteurs. La motivation des acheteurs, on a vu que l'entrée d'usine, lorsqu'on a pris le document des communiqués du Conseil Café Cacao, il n'y a que 100 francs pour les acheteurs qui doivent aller enlever le cacao au Borchamp. Donc, vous comprenez notre inquiétude. Et aujourd'hui, 10 tonnes de cacao fait 28 millions. Alors, pour celui qui va aller acheter cacao 10 tonnes, s'il doit engager 28 millions pour 1 million d'intérêt, il n'y a pas d'enjeu. Et le risque, le cacao va rester en brousse. Donc, c'est malheureusement que le gouvernement se contente de faire seulement annoncer le prix. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de suivi. Alors, donc, celui qui ne connaît pas comment ça se passe, pour tout le monde, les producteurs sont déjà devenus multimilliardaires. Et pourtant, dans le fait, c'est le contraire. Voilà pourquoi on était content lorsqu'on a annoncé le prix. En même temps, on est inquiet pour la suite. Bien. Dr Daouda Ouattara. Donc, si je comprends bien, selon votre logique, vous êtes inquiet pour les pisteurs et non pour les producteurs. Mais c'est les pisteurs qui enlèvent le cacao. Ce n'est pas l'État ni les exportateurs qui enlèvent le cacao dans la main des producteurs. S'ils ne sont pas motivés, cacao, chaque année c'est comme ça. Si les pisteurs ne sont pas motivés, le cacao reste en brousse. Et les pertes ne sont pas dédommagées par l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est dommage. D'accord. Eh bien, je reviens sur le prix. Sur le marché international, le prix du cacao est fixé à 6200 francs le kilogramme. Et ça fait environ 6200 $ la tonne. Donc, en France CFA, ça fait 3 140 000 si je ne me trompe pas. Alors, le prix est fixé en Côte d'Ivoire à 2800 francs. Alors que le prix du kilogramme sur le marché international, c'est 6200 francs. Ce qui veut dire que vous n'avez même pas la moitié du prix. Est-ce que c'est une satisfaction bien? Non, en fait, nous sommes réalistes. Hein? Nous sommes réalistes. Nous ne rentrons pas dans la guerre des chiffres qui n'est que des propos dans l'air. Nous ne rentrons pas dans la guerre des chiffres. Nous voulons des choses concrètes sous la vie des producteurs. Aujourd'hui, le prix donc, que le gouvernement annonce, si tu regardes le coût mondial aujourd'hui, le jour qu'ils ont annoncé le prix, le marché mondial était près de 10 000 $ la tonne. Mais aujourd'hui, il y a une baisse remarquable que le marché mondial, je crois, est 8 000 $ la tonne. Donc, pour celui qui est là pour s'asseoir pour dire, bon, le gouvernement a annoncé 2800 pour le monde agricole
il va dire que le gouvernement fait assez d'efforts, malgré même le prix a baissé, mais il continue de payer à 2800. Et pourtant, ce n'est pas le gouvernement qui paye le cacao. Le gouvernement se contente seulement d'annoncer le prix, encaisser les retombées, mais ceux qui produisent le cacao, qui sont les producteurs, ils ne sont pas là lorsqu'on fait des calculs pour annoncer le prix. Ils ne sont pas là lorsqu'on encaisse les revenus, c'est-à-dire les fruits du travail. Ils sont absents et ils subissent. Les producteurs ne font que subir chaque année. C'est ce que nous, on déplore. Pour nous, cette année, au lieu même de faire 2800, si les planteurs étaient consultés, on allait proposer au gouvernement 2800, c'est bon. Il faut donner 2600 aux planteurs. Il faut donner 200 francs aux intermédiaires pour qu'on puisse enlever le cacao. Parce que le cacao serait vendu cette année, même 2400. Le cacao serait vendu aujourd'hui 2400. D'accord. J'ai mis quiconque en défi. Pour chuter rapidement, est-ce que le prix qui est fixé à 2800, est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit un prix de campagne? Juste que le prix chute juste après les élections présidentielles. En fait, c'est le mot que je ne voulais pas sortir. Sinon, tout le monde sait que c'est de ça qu'il est question. Malheureusement. C'est un prix de campagne. Quand vous dites tout le monde, ce n'est pas forcément le cas. On a vu des planteurs qui ont applaudi cette décision du gouvernement au Parc des Expositions, qui ont même donné une certaine somme au chef de l'État pour son carburant. J'étais là-bas, cher frère. Je pense que ceux qui ont donné 20 millions au chef de l'État, ils ont atteint quand même leur objectif. Ça ne fait que l'objet d'un débat dans les télévisions, sur les réseaux sociaux. Donc, quand même, les gens veulent se faire remarquer. Ils veulent se faire remarquer. Mais la réalité, quel planteur aujourd'hui, les gens n'ont même pas inscrit les enfants à l'école. Au pire, on va dire qu'ils sont allés donner 20 millions pour carburant le président de la République. Ce n'est pas cohérent. Bien. Marcel Niawa. Oui, monsieur le secrétaire général du SYNAPSI, à vous entendre parler, vous défendez vraiment la cause des planteurs. Vous avez bien peur que le cacao leur reste sous la main. Oui. Parce que les intermédiaires, avec cette maigre marge, ils risquent de ne pas se déplacer pour aller prendre le cacao. Exactement. Mais alors, quelle proposition vous faites aujourd'hui au gouvernement pour que cette mesure soit, pour qu'on achète effectivement le cacao des paysans? Que l'État achète le cacao. Oui, directement. Ça, c'est notre première proposition. Que sans intermédiaire. Ça achète. Si l'État donne l'argent, oui. Si l'État donne l'argent et que même le prix donc, que je viens de vous annoncer, si l'État dit aujourd'hui tous ceux qui veulent payer cacao, rentrez l'usine, vous avez 200 francs la masse bénéficiaire, mais il y a des milliardaires dans ces pays. Les gens vont tout de suite décaisser l'argent à la banque pour aller acheter le cacao pour pouvoir multiplier l'argent. Oui. Les gens ne produisent pas cacao pour manger le soir ou le matin. On produit le cacao pour pouvoir la vendre, pour survivre nos besoins. Tout à fait. Donc, c'est de ça, c'est pour tout ça que les gens sont en brousse. Mais si tu le fais, et que maintenant, on rentre dans les calculs de chiffres, hein, tenez-vous bien. En 2016-2017, lorsqu'il y a eu blocage, qu'on appelait ici, dans notre jargon, la mévente, tous les pertes que les producteurs ont suivies, l'État a refusé de rembourser. Nous avons encore ces documents entre nos mains. Mais ils ont remboursé, par contre, sur les revenus des producteurs, les exportateurs et les broyeurs, les transformateurs. Comment on peut aller comprendre ça? Aujourd'hui, tel que ça y est, si le prix monte à l'international, les 2800 qu'ils ont annoncés, le Conseil fait des communiqués pour interdire à tout l'acheteur de donner un meilleur prix aux producteurs. J'ai le document ici, je peux vous la partager pour que vous allez prendre connaissance. Pour dire celui qui paye mieux à un planteur, il est sanctionné. Je ne suis pas sûr si les parents sont paysans, qui peut interdire à ce qu'on aille payer cacao de leur papa bien en brousse. Tu as dit, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Les paysans sont écartés. Voilà, prenez tous ces communiqués-là pour votre contrôle. Les paysans sont écartés de la réalité. Voilà, les paysans sont écartés de la réalité. Donc on peut dire que c'est un effet d'annonce. Exactement, c'est un effet d'annonce. Sinon, sur le terrain... C'est toujours comme ça, nous on est habitué à ça. C'est pas... Non, je vous ai dit depuis. Si vous avez écouté mon interview sur Radio de la Paix, j'ai souligné cela.
J'ai dit, on salue l'annonce de 2800, mais on est inquiet, puisque le cacao va rester sous la main des paysans. On ne peut pas payer cacao pour aller inscrire, prendre cacao pour aller inscrire ton enfant à l'école. Oui. Il faut la vente. Et l'État ne va pas en brousse. Les exportateurs ne vont pas en brousse. C'est les pisteurs qui savent en brousse pour enlever le cacao. Oui. À cette allure, même certains paysans risquent de vendre leur cacao à bas prix. Mais bien sûr, peur qu'il reste sous leur main. Ce qui va se passer, ils vont le brader. Ils vont brader. Il faut motiver la commercialisation. Oui. 100 francs, c'est trop petit. Oui. Pour un investissement de une remorque de 40 tonnes. Si je calcule rapidement, tout à fait. Une remorque de 40 tonnes, tu fais 112 millions. Si tu dois investir 112 millions pour avoir 3 millions, je ne suis pas sûr que tu vas quand même risquer ton argent. Il y a un risque de braquage. Il y a un risque de... C'est lui-même qui va prendre les 112 millions. C'est la première fois qu'il voit une telle somme. Dès qu'il a pris, lui, il continue. Les gars ne peuvent pas prendre tous ces risques-là. Et le risque, même la voiture peut tomber en panne. Il faut la réparer. D'accord. Donc, il y a trop de risques. Okay. Allez-y avec les questions. Merci beaucoup, Sidik. Monsieur Koné, on vous a vu dire que les choses se passent bien, que vous étiez très heureux. En même temps, vous êtes inquiet. La joie que vous avez exprimée était certainement fondée. Et maintenant, l'inquiétude dont vous parlez est peut-être également fondée. Nous ne sommes pas des spécialistes, n'est-ce pas, à la matière, mais moi, je dis, est-ce que le syndicat dont vous avez la responsabilité, parce que je pense qu'il y a plusieurs syndicats, peut-être qu'ils ne parlent pas de la même façon dont vous parlez, et donc cela reste à vérifier. Mais toutefois, je dis, mais vous, syndicats, que vous êtes bien organisés, pourquoi vous attendez chaque fois, lorsque un prix est fixé, pour vous faire voir? Pourquoi, dans les périodes, je dirais, calmes, vous ne cherchez pas à rencontrer le Conseil Café Cacao ou même le gouvernement pour discuter et afin de leur proposer des réformes? Mais on vous voit chaque fois dans la réaction, vous devrez être quand même en tant que syndicat qui défend les intérêts des producteurs. Pourquoi vous n'êtes pas une force de proposition et vous faire entendre lorsque vous faites des propositions? Merci. J'ai apprécié vraiment ta question donc, que vous venez de me poser. Monsieur, il faut que je vous informe. Le courrier que Synapsi a adressé au gouvernement est une bâchée qui soulève moins de 3 tonnes ne peut pas soulever. Tous ces courriers sont en souffrance dans les tiroirs. Je ne sais même pas, dès qu'on les donne, ils broient. Parce qu'ils ont des machines maintenant, et dès que tu envoies courrier, on broie. Ah bon? Depuis 15 ans, on a sollicité à rencontrer le président de la République. C'est la toute première fois que nous, on était en face de lui à cette annonce du prix à une année électorale. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je vois que pendant qu'il n'y a pas d'élection, l'enjeu n'est pas... Les plantaires ne sont pas importants. C'est lorsqu'il y a élection que les plantaires sont importants. C'est dommage. Les gars pensent que nous ne sommes pas intelligents. C'est, M. Karamogo, c'est parce que vous ne suivez pas l'actualité de ce qu'on appelle agricole en Côte d'Ivoire. Sinon, moi d'abord, bon, peut-être, comme tu as ajouté sous peut-être, sous notre joie. Ne dites pas ça. Bon, j'ai déjà dit ça. Maintenant, et c'est pour vous dire que je suis un homme, c'est-à-dire que je suis un visage de référence dans le secteur agricole. Nous sommes dans ce secteur depuis toujours, depuis 1987. On n'a jamais fait de travail, c'est des plantations que nous faisons. Nous avons fait, d'abord, nos plantations. Donc depuis 1987, vous n'avez pas eu de satisfaction jusqu'en 2025 là? Bon, ça tu vas sur un autre terrain. Moi, il ne faut pas t'échapper. Il faut rester dans le cadre. Parce que si on quitte dans le cadre, on va se perdre. Oui. Souvent, je suis vos débats à la télévision, j'ai mal au cœur. Oui. Parce que si un débat, c'est-à-dire une telle sujet sérieux, comme la filière café-cacao, qui emploie plus de 2,5 millions de personnes. Quand on parle de ces sujets, il y en a qui sont là. C'est-à-dire les mots qui sont là à apprendre à l'école, ils viennent exploiter ça sur les tableaux, comme si ça s'adressait au peuple français.
Ils semblent ne pas connaître le secteur. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont déconnectés. Déconnectés. C'est des gens qui ne vont pas au village. Ils sont déconnectés de la réalité. Or, aujourd'hui, celui qui a un parent planteur, tout le monde a applaudi le prix donc qu'on a annoncé. Mais celui qui connaît la réalité est inquiet que cette année, le produit va rester entre les mains des paysans en brousse. Mais finalement, qui pèdera? C'est les paysans qui pèdent toujours. Bien. Et qu'est-ce que vous proposez à l'État de Côte d'Ivoire comme prix ou bien comme solution pour pouvoir pallier à ces difficultés-là? Nous proposons toujours à l'État de Côte d'Ivoire de s'asseoir avec nous, les acteurs, de nous demander ce qu'on veut. Et puis, on va leur dire ce que nous voulons. Aujourd'hui, si tu ne dis pas, c'est-à-dire que tu ne regardes pas la même direction que eux, tout ce que tu dis est fausse. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on est 58 syndicats dans la filière café-cacao. C'est pas trop. On est 58 syndicats dans la filière café-cacao. Pas beaucoup. Mais les partis politiques sont plus nombreux que nous. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans un secteur où on est tous presque 90% analphabètes. C'est ça que les gens utilisent. On fait comme nous sommes des enfants, on ne connaît rien. On est en train de travailler pendant les saisons pluvieuses, on ne voit personne. Mais lorsque le cacao est prêt, on voit les vrais propriétaires du cacao qui évaluent notre travail qu'on a fait en brousse et évalué dans les bureaux sans aller sur le terrain. C'est dommage. Et le conseil café-cacao, il fait quoi? Monsieur Koné, le conseil café-cacao... Non, s'il vous plaît, pour question d'équité, le conseil café-cacao n'est pas sur ce plateau. On va éviter de poser des questions liées au conseil café-cacao. Non, moi, je vais pas poser de questions. D'accord, allez-y. Non, c'était juste pour comprendre leur collaboration. Il n'est pas aussi inapte de donner le rôle du conseil café-cacao. Je suis paysan, fils des paysans, arrière petit-fils des paysans. Donc tout ça, là, ce que vous dites là, moi, Oui, c'est ce que moi, j'ai... En fait, il y a un point crucial que vous avez évoqué et j'aimerais qu'on y revienne. Vous avez parlé de la fixation du prix du cacao. Alors, quelle stratégie mettez-vous en place en tant que syndicat agricole pour que l'État vous associe dans la fixation du prix du cacao en Côte d'Ivoire? Vous, les planteurs, les pisteurs, pour que l'État vous associe dans la fixation du prix du cacao en Côte d'Ivoire. Voilà. Je vais puisque c'est vous qui produisez. Ceux qui fixent le prix, la plupart n'ont peut-être jamais mis pied au champ, ne savent pas comment est-ce que ça fonctionne. Mais ils s'asseyent, ils font des calculs et puis ils fixent le prix. Et puis on vous l'impose. Qu'est-ce que vous faites pour que l'État vous associe dans la fixation de ce prix? Non, je voulais faire un additif dans le même sens. Après, tu vas dire, est-ce qu'on n'est pas quand même un comité de soutien? Après, tu vas dire pour toi. Je voulais vous répondre pour vous dire que nous sommes des paysans dans un État organisé. Lorsque vous êtes dans un secteur comme la nôtre, votre premier cartouche que vous devez utiliser, c'est la cartouche de la négociation. Il faut écrire à l'autorité pour faire des propositions. C'est ce que nous faisons toujours. Mais jusqu'à maintenant, malheureusement, ça ne marche pas. Malheureusement, ça ne marche pas. Le petit espoir qu'on avait maintenant, on vient de mettre une nouvelle organisation en place dont on appelle l'OIA. Peut-être avec cette organisation que les choses vont changer peut-être. Mais on n'a pas trop d'assurance que ça serait le cas. Puisque le français donc qu'on utilise avec l'OIA nous effraie, surtout nous qui ne sommes pas là à l'école. Puisque lorsqu'on nous dit l'OIA est créé pour accompagner l'État de Côte d'Ivoire. Mais accompagner pour aller où? Parce que si tu dois accompagner quelqu'un, la personne doit te dire où on va arriver. Mais si on doit l'accompagner là où on va arriver ou puis on va nous tuer, c'est dangereux. On doit nous dire, l'OIA, voilà sa mission. Mais on dit l'OIA, pour sa mission, il est le seul unique interlocuteur de l'État de Côte d'Ivoire. Sa mission n'est pas connue. Puisque la seule chose qu'on connaît, on dit, il est le seul interlocuteur de l'État de Côte d'Ivoire et sa mission, c'est d'accompagner l'État dans son projet de développement. Mais moi, en tant que planteur, quand j'entends ces mots-là, c'est des mots qui effraient. Et l'OIA doit avoir des missions qui prennent en compte
et toutes les problématiques du secteur agricole, hein, il doit avoir, c'est-à-dire une plateforme où on doit quand même de concertation. Quand il y a un problème, on vient avec le problème, que ce soit les syndicats, que ce soit les associations, pour que ces plateformes-là puissent servir, hein, de résoudre toutes les problématiques sans qu'il y ait de bruit. Mais maintenant, avec le régulateur actuel, tu vas beau parler, tant que tu n'as pas fait conférence de presse, tu n'as pas amené les planteurs dans la rue, on ne t'appelle pas autour d'une table. D'accord. Selon vous, la Côte d'Ivoire est le leader mondial du cacao. Selon vous, pourquoi est-ce que la voix de la Côte d'Ivoire ne porte pas concernant la fixation du prix sur le marché international? Bon, ça c'est un autre détail. Nous souhaiterons toujours que, comme là, ils ont promis que, on avait souhaité que nos cacao soient broyés ici. Si le cacao a été broyé ici, que la fève n'est pas exportée, peut-être il peut y avoir un changement. Mais tant que nous continuerons d'exporter notre fève brute, on va subir la loi de celui qui est plus fort. C'est celui qui a l'argent. Là où je veux venir, c'est que nous sommes le leader mondial du cacao. En principe, le prix mondial devrait être fixé en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous ne menez pas des négociations dans ce sens? Mais être leader mondial de la production, et si tu n'es pas leader mondial de celui qui a l'espèce, tu vas te rallier. Il va te rallier. Bon, je voudrais... Bien, allez-y. Voilà. Ensuite, Marcelin Niawa. Voilà. Donc, moi, d'abord, je voudrais que vous rassurez. Ici, c'est pour essayer, n'est-ce pas, de comprendre. On est là pour chercher à comprendre. Non, et puis, il n'y a pas peut-être enfant de ministre ou bien premier ministre ici. D'accord. Je suis fils de planteur, moi. Dieu merci. C'est dans ça que j'étais à l'école. Donc, je suis né, mon grand-père avait des plantations de cacao, de café. Peut-être que vous étiez en gosse comme moi. Donc, il faut que vous vous rassurez déjà. Maintenant, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a 58 syndicats dans le secteur. Pourquoi vous ne parlez pas d'une voix des 58 syndicats-là? Dès lors où il y a des difficultés, pourquoi vous ne vous retrouvez pas, ces 58 syndicats, pour essayer de vous mettre ensemble afin de faire des propositions concrètes? Un. Deuxièmement, vous avez parlé tout à l'heure d'exportation de la fève du cacao. Que tant que ce n'est pas broyé ici, il n'est pas évident que la Côte d'Ivoire puisse avoir la voie nécessaire pour imposer un prix sur le marché international. Mais Transcao fait quoi? Ce n'est pas pour broyer la fève du cacao, la nouvelle usine au PK24 là? Oui, maintenant, ce qui serait intéressant, je vais d'abord répondre à la question du fait qu'on est nombreux ou puis on ne s'entend pas. Vous savez que les syndicats, malgré on est 58, je peux dire que je suis le seul, Synapsi est le seul qui a un siège à Abidjan. Parce que nous, on est organisés. On a commencé d'abord à la base à recenser les producteurs, nos membres. On a plus de 68 000 membres identifiés. Donc, les gens cotisent pour nous donner. Ça nous permet d'être à Abidjan. Les gens cotisent. Or, les autres, les gens sont achetés. Aujourd'hui, si tu parles dans l'intérêt, pour défendre l'intérêt de la corporation, celui qui a la même agrément comme toi, on l'appelle. Et les syndicats aujourd'hui ont porté, malheureusement, les tenues des partis politiques. Donc, chacun a son parti, chacun supporte son parti. Donc, il y a beaucoup de choses que, si tu vois que moi, personnellement, je n'aime pas rentrer dedans. Quelqu'un m'a téléphoné aujourd'hui pour me poser la question que depuis quand le porte-parole du producteur national des producteurs a été élu. Je lui ai dit que tout est sur Google maintenant. Il faut aller sur Google, peut-être tu vas voir, puisque moi-même, je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais ce que je sais, ce monsieur, il a été porte-parole des producteurs membres de RHDP à Yamoussoukro lors d'une journée d'hommage du président de la République. Depuis lors, peut-être il continue de demeurer
puisque là où le président de la République est là, je ne suis pas sûr qu'on va prendre quelqu'un qui va dire autre chose que celui donc qu'on doit attendre pour que tu vas avoir droit à la parole. Donc, c'est comme ça que je lui ai répondu, que c'est des choses que ça ne nous gêne pas. Parce que la réalité, à la base, tu vas beau fabriquer ce qui est joli pour me présenter à Abidjan, mais quand celui qui est à la base voit que tu as bien parlé à son nom, ça qui te mandate, et qu'il y a problème, le jour que tu vas les trouver à la base. Donc, sur ce côté, voilà pourquoi tous les syndicats ne peuvent pas parler d'une même voix. Est-ce que quelque part, s'il vous plaît, est-ce que quelque part, c'est Transcao? La deuxième question, oui, je vais répondre. Transcao, vous savez, Transcao a une histoire. Lorsque la libéralisation a été faite par l'État de Côte d'Ivoire, les producteurs ont acheté des usines. Ils ont construit beaucoup de bâtiments. Par exemple, votre confrère NCI est logé dans le bâtiment des producteurs. NCI est logé dans les bâtiments des producteurs. Aujourd'hui, c'est quoi là? Ça s'appelle Sifka Coopérative. C'était ce groupe Sifka, ils ont vendu. La partie que les paysans ont achetée, c'était les usines. Donc, on a appelé ça Sifka Coopérative. Cette Sifka Coopérative-là est la propriété du monde paysan, précisément café-cacao. Mais quand l'État a fait la réforme, tous les acquis des producteurs, ils ont mis à la disposition du Conseil café-cacao. Et le Conseil café-cacao a cédé une partie de notre usine à Africa Sourcing. Aujourd'hui, Africa Sourcing a installé son usine. Non, on ne sait pas sous quelles conditions, mais l'usine est installée sur le terrain, c'est-à-dire sur le bâtiment des producteurs. Maintenant, c'est Africa Sourcing, qu'est-ce que je voulais dire? Sifka Corp. C'est Sifka Corp a changé de nom par la volonté des DG actuels du Conseil Café Cacao pour changer de nom de Sifka Corp à Transcao. Bon, c'est lui seul qui sait pourquoi il a changé le nom d'un bâtiment qu'il n'a pas acheté. Bon, je ne suis pas aussi sûr juridiquement s'il devait qu'on change le nom, peut changer les documents administratifs. Bien. Alors, on va est-ce qu'on broie du cacao là-bas ou bien on ne broie pas de je viens. Normalement, ça devait être la maison des paysans pour broyer le cacao des paysans là-bas. Mais la réalité est que notre argent qui est détenu par le Conseil Café Cacao, même l'argent on prend pour aller acheter notre cacao, pour venir broyer dans notre usine et faire exporter l'intérêt là, nous on n'a jamais vu. On a trop de problèmes. Transcao appartient à qui? Transcao appartient aux producteurs. S'il vous plaît, merci bien. Transcao appartient aux producteurs. Dernière question, Marcelin Niawa, allez-y rapidement. Monsieur le secrétaire général de la SYNAPSI. Je suis le président de SYNAPSI. Le président de SYNAPSI, autant pour moi. On a bien entendu dans ce pays que le progrès de ce pays repose sur l'agriculture. À vous entendre aujourd'hui, le progrès du paysan ne repose pas sur la vente de ses produits. Alors, et en même temps, vous dites que les gens abusent du fait que vous ne soyez pas trop allés à l'école. En tant que syndicat, une force de proposition, est-ce que vous avez pris avec vous des avocats, des informaticiens, tous, pour vous aider à défendre vos intérêts? Heureusement, nous avons des avocats. Nous avons 8 avocats. Nous avons 8 avocats, un cabinet de 8 avocats. 6 en Côte d'Ivoire, 2 en France. Mais les avocats, à un moment donné, la justice est quand même un appareil. Nous, on est profond en droit. Mais toutes les actions du tribunal que nous avons engagées, depuis l'époque jusqu'à maintenant, les avocats nous ont conseillé de conserver les documents. De conserver tous les documents, parce qu'il y aura un jour où on peut sortir les documents pour avoir gain de cause. Mais toutes les revendications que nous on a envoyées au tribunal, la justice s'est déclarée incompétente. Tous les grosses que nous on détient, ce sont les grosses incompétents qu'on a, où le juge s'est déclaré incompétent. Oui. Bon, à partir du moment, on est intelligent.
Oui. On sait lire entre les lignes, donc on est là, on attend. Bien. Monsieur Koné, c'est l'heure du chiffre du jour. On va commenter un chiffre en rapport avec, bien sûr, le secteur du café-cacao. C'est maintenant. Le chiffre du jour, c'est 17. Premier produit d'exportation, le cacao se trouve ainsi au centre d'une agriculture exportatrice qui constitue la clé de voûte de l'économie nationale depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960. La Côte d'Ivoire est donc le premier producteur mondial de cacao avec 40% de la production mondiale. Ce secteur représente, faut-il le rappeler, 17% du PIB selon des experts, même si certains parlent de entre 15 et 20% du PIB ivoirien. Réaction là-dessus, Dr Daouda Ouattara. Bon, depuis l'école primaire, on nous a toujours dit que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao et ça demeure jusqu'à aujourd'hui. Seulement qu'on ne sent pas ça, on ne sent pas ce leadership-là au niveau de la production. Mais moi, ma plus grosse inquiétude aujourd'hui en tant que géographe, c'est le changement climatique. C'est la déforestation. Et surtout un phénomène nouveau qu'on appelle le travail des enfants qui a dérangé un peu le secteur il y a de cela 1 ou 2 ans en arrière. Et surtout la déforestation et le changement climatique. Parce que la première boucle du cacao en Côte d'Ivoire, c'était la zone de l'Est. Après, le cacao a migré vers l'Ouest. Et après l'Ouest, où sera la prochaine boucle du cacao? Ça peut être en Guinée, ça peut être quelque part dans un autre pays. Donc, il va falloir que, pour garder ce leadership-là, l'État mette en place des mécanismes pour lutter contre la déforestation abusive et puis lutter contre aussi peut-être le changement climatique pour équilibrer un peu les choses. Marcelin Niawa, le cacao, 17% du PIB ivoirien. Mais depuis notre enfance, on nous a toujours chanté que le progrès de ce pays repose sur l'agriculture et surtout sur le cacao. Mais avec ce que le président de la SYNAPSI vient de développer, je comprends bien qu'il y a des grosses inquiétudes. Parce que pour qu'il y ait cacao, il faut qu'il y ait producteurs. Oui. Donc, à l'allure où on va, les paysans risquent de se désintéresser de ce secteur si le gouvernement ne se penche pas sérieusement sur le secteur café-cacao. Parce que, figurez-vous, il y a des années, plusieurs années en arrière, on ne parlait pas de l'EVA. Aujourd'hui, dans tous les villages, vous allez, des villages où il y a la forêt, il y a des EVA qui se... Les gens s'intéressent de moins en moins à la production cacaoyère, en tout cas pour ceux qui ont les moyens. Donc, je viens d'entendre le cri du cœur du président de la SYNAPSI. Il faudrait que le gouvernement s'intéresse, se penche véritablement sur la production cacaoyère pour améliorer les conditions de vie des planteurs. Lansina Karamoko. Oui, c'est juste ce qui est dit. C'est vrai que nous sommes premiers producteurs. Mais nous sommes en quelle position en tant que consommateurs? Et ça, c'est déjà un handicap. On produit, mais on ne consomme pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a les changements climatiques dont a fait état tout à l'heure Dr Daouda. C'est une réalité à laquelle il faut faire face. Et puis ensuite, il faut forcément industrialiser notre secteur agricole. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Tant qu'on n'a pas industrialisé, tant qu'on n'a pas broyé ici les fèves, tant qu'on n'a pas transformé ce que nous produisons, c'est peine perdue. On va toujours rester à la merci, n'est-ce pas, des desiderata, de ceux qui consomment, de ceux qui achètent. Heureusement qu'on est dans la bonne voie avec cette usine importante qui a été construite au PK24. Bien, Président Koné Moussa, c'est votre dernière prise de parole. Le cacao représente 17% du PIB ivoirien. Qu'est-ce que cela vous inspire, votre commentaire? Bon, nous, en tant que paysans, on nous avait même dit que ça représente 40%. Quand j'entends 17%, sinon nous, on a entendu 40% de PIB. Bon, donc la Côte d'Ivoire, la production nationale elle représente 40% sur l'échelle mondiale. Voilà. On reprend 40% sur l'échelle mondiale. Maintenant, 17% dans le PIB ivoirien. Dans le PIB ivoirien. Voilà, d'accord. Okay. Donc, je tenterai de mélanger les deux. Sinon, nous, notre leadership, je pense qu'on est à 40% de la production mondiale et 17% du PIB ivoirien. Mais je vous dis aujourd'hui que le souhait est vraiment, comme M. Karamoko l'a dit, que la transformation soit une réalité. Ça, c'est vrai. Mais la transformation, il faut qu'on mette l'accent sur celui qui produit le cacao. Il vient de toucher cette histoire
fameux exploitation des enfants dans les cacaocultures, ils ont beau dire ça, mais je pense que ça a soubré seulement qu'on avait un jour les policiers dans une plantation de cacao qu'ils ont pris des enfants. Nous, on dit tout ça, c'est la mise en scène. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le cacao ivoirien n'est pas produit par des esclaves. Voilà, ça, ce n'est pas vrai. Maintenant, ce qui concerne le cacao-culture en Côte d'Ivoire, on a commencé aujourd'hui à sensibiliser nos producteurs à la gros-fosserie. C'est-à-dire tu plantes cacao, bois dans ta plantation et le cacao produit ensemble avec les arbres. Donc, on a commencé ce travail-là. Et aujourd'hui, ça marche bien. Et aujourd'hui, on essaie aussi de sensibiliser les producteurs pour les faire comprendre que sans la forêt, il ne peut pas avoir cacaoculture durable. Parce que sans la forêt, il n'y a pas de pluie. Donc aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il faut valoriser la complantation. Vous voyez? Bon, maintenant, le prix aux producteurs, il faut que ça soit, l'État s'implique pour que le planteur puisse avoir réellement un bon prix, puisque j'entends dans la bouche de d'autres que le conseil a recensé les producteurs, que maintenant, sur la carte des producteurs, on peut acheter cacao d'un planteur. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vérifié. Moi, voilà ma carte sur moi ici. C'est lui qui va te dire que les producteurs, ils ont recensé une partie des producteurs. Mais il y a la plus grande partie des producteurs n'ont pas été recensés. Nous, depuis notre recensement jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu nos cartes. On a marché fatigué. Voilà. Depuis on a été recensé, on a marché fatigué. On n'a jamais eu ces cartes-là. Bien. Et voilà. Chaque fois qu'il vient, on dit que non, ce n'est pas encore prêt. Bien. Et nous qui sommes dans ces situations, on est nombreux. Et cette année, comment on va faire alors pour vendre nos cacao? Bien. Merci à vous, M. Koné Moussa. Je tiens à rappeler que vous êtes le président du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, SYNAPSI. Merci d'être passé sur ce plateau. On vous accompagne avec la réclame publicitaire. Voilà, de retour de la pub, nous sommes rejoints par Samba David. Bonsoir à vous. Bonsoir. Dans cette partie d'émission, il s'agit de la remise des affiches et des spécimens de bulletins de vote aux candidats à la présidentielle ivoirienne d'octobre prochain. Alors, retour sur la cérémonie qui s'est tenue ce jour au sein de la commission électorale indépendante CEI. Ismaël Traoré et Rasman Kaboré y étaient. À moins de 3 semaines de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, la commission électorale indépendante CEI a procédé ce mardi 7 octobre à la remise officielle des affiches et spécimens de bulletins de vote aux représentants des 5 candidats en lice. La cérémonie s'est tenue au siège de l'institution, aux 2 plateaux. À tour de rôle, les représentants des candidats Alassane Ouattara du RHDP, Simone Évêque Gbagbo, Jean Lubillon du CODE, Henriette Lagou et Awa Dombelo ont réceptionné leur lot de documents électoraux. Chaque candidat a reçu 10 000 spécimens de bulletins de vote et 100 000 affiches destinées à faciliter la vulgarisation du bulletin unique auprès des électeurs. Invité dans les jours à venir à être concentré sur la campagne, qui est l'occasion pour vous de rencontrer le peuple dont vous êtes, sollicitant du suffrage. Et pour ce moment-là, vous n'avez pas droit à vous arc-bouter ou à vous intéresser à ce qui est futile. L'essentiel étant de séduire ces jours-là le peuple qui est détenteur du pouvoir, dont vous avez besoin pour mener à bien votre mission salutaire, qui est de venir régler les problèmes de nos concitoyens. Cette initiative, selon la CEI, s'inscrit dans une démarche d'équité et de transparence du processus électoral afin que chaque candidat dispose des mêmes outils de sensibilisation auprès de ses partisans. Notre objectif cette année, c'est d'utiliser ces bulletins, ces spécimens de bulletins pour procéder à la formation de nos électeurs, de sorte qu'ils sachent bien voter et que leur bulletin ne soit pas annulé. Nous allons vers l'élection dans quelques petites semaines. Et donc cette étape nous permettra de rentrer véritablement en contact avec les populations. Le souhait de la présidente, c'est qu'il faut que ces élections-là soient vraiment transparentes.
Alors, depuis 5 ans, la candidate Henriette Lagou se prépare pour gérer la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous arrivons pour récupérer des spécimens et des affiches de la part de la CEI qui a en charge d'organiser ces élections. Nous sommes preneurs. Nous voudrons reconnaître cela à l'État de Côte d'Ivoire. Et transmettre toute notre gratitude à l'État de Côte d'Ivoire à travers la commission électorale indépendante qui nous a mis à disposition ces spécimens qui permettront pour nous de faciliter notre relation avec les populations. Aujourd'hui, il faut bien informer les populations et surtout les former. La remise donc de ces kits aujourd'hui nous plonge directement dans cette logique et dans cette vision. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est de remercier la CEI qui nous permet de pouvoir donner l'occasion à nos sympathisants, à tous ceux qui portent la candidature du Awad Melo, de pouvoir savoir comment voter. Parce que le nœud d'une élection, c'est le vote. Au-delà des affiches et spécimens, la CEI a également remis des visuels de sensibilisation à la non-violence pendant la période électorale. Un message de responsabilité et de paix adressé à l'ensemble des acteurs politiques et aux électeurs à l'approche du scrutin du 25 octobre prochain. Bien, Samba David, alors pour vous, selon votre lecture, que symbolise cette étape de remise des affiches et spécimens pour le processus électoral à venir? Bonsoir à tous et à tous les co-débatteurs que je retrouve après quelques jours. Oui, c'est le processus électoral entre griffes qui commence effectivement en Côte d'Ivoire, mais pour moi, c'est encore dommage que le président de la République n'ait pas pu sauver notre pays d'une énième crise post-électorale qui pointe déjà à l'horizon. Pourquoi chaque 5 ans, nous devons toujours avoir la peur au ventre quand il s'agit des élections? Ce que vous abordez concerne le troisième sujet que nous allons aborder dans un instant. Mais déjà, c'est la remise des kits et spécimens voilà, aux différents candidats. Qu'est-ce que cela symbolise pour vous? Je ne suis pas inscrit dans ce processus électoral avec l'exclusion des autres. Donc, je saurais vraiment me prononcer sur cette étape-là. Bien. Alors, merci. Vous avez pourtant répondu à l'invitation. À Lansina Karamoko, quels sont les défis logistiques de cette opération? C'est qu'elle révèle également? Oui, vous savez, quand on arrive déjà à ce niveau où on remet les affiches et spécimens des bulletins, certainement qui vont être utilisés par les électeurs, quand on arrive déjà à ce niveau, c'est qu'on est dans la dernière ligne droite, n'est-ce pas, du processus. Et d'ailleurs, il y a M. Doumbia, tout à l'heure, lorsqu'il a pris la parole, il a dit qu'avec les spécimens des bulletins, ils vont commencer déjà à préparer leurs électeurs, leurs sympathisants, de sorte qu'ils ne fassent pas des bulletins nuls. Donc, c'est dire qu'on est rentré dans une phase, je dirais, c'est la dernière ligne, parce qu'on va aller en campagne dans les affiches. Nous sommes aujourd'hui mardi soir, mercredi, jeudi, vendredi, la campagne est ouverte. Et donc, c'est l'ultime phase, n'est-ce pas, d'un processus qui a commencé depuis pas mal de temps déjà. Et je crois que ça dit que l'ambiance est en train de monter et les états-majors vont être sur le terrain en train de former leurs militants pour faire le maximum afin d'éviter, n'est-ce pas, des bulletins nuls. Bien, Marcel Niawa, un mot sur cette opération. Bon, la CEI, conformément à son propre chronogramme, est en train de montrer que, effectivement, le 25 octobre, elle va organiser l'élection présidentielle. Bien qu'elle n'ait pas pu faire la RLE conformément à la Constitution, mais elle est en train de déployer son programme pour aller à l'élection présidentielle. C'est tout ce que je peux dire. Bien. Alors, Dr Daouda Ouattara, il y a également
comment éviter les manipulations autour des bulletins de vote? C'est une question très importante. La manipulation autour des bulletins de vote, tout dépendra de chaque équipe de campagne. Voilà, parce que, vous savez, quand l'équipe de campagne est efficace, ça réjaillit sur les électeurs automatiquement. Parce que quand l'équipe de campagne ne maîtrise pas trop les tenants et les aboutissants, surtout du matériel qui est reçu, c'est un peu compliqué. Ce sera compliqué ou bien difficile même de former l'électeur lambda qui est chez lui, peut-être à Minignan ou bien quelque part à Boisseau ou bien à San Pedro, quelque part là-bas. C'est un peu compliqué. Donc, il va falloir que chaque équipe de campagne s'organise pour mieux maîtriser tout le matériel, y compris même les affiches, la manière de communiquer, la manière de ne pas communiquer, la manière de voter. Il va falloir que tout ça là soit... Bien. Sur la manière de voter, parce que cette étape permettra aux différents candidats et leurs représentants de pouvoir montrer aux citoyens, en dehors même de leurs différents partisans, comment voter durant cette période électorale. Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire, parce que vous savez, il y a plusieurs manières de voter. Hein. Il y a des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Ils prennent la main, ils mettent dans l'encre, ils mettent. Mais au moment de plier, ça salit l'autre, ça annule le bulletin. Ou bien ils prennent le stylo, au lieu de faire une petite croix, ils débordent, ça annule le bulletin de vote. Donc il va falloir que chaque équipe de campagne soit assez rigoureux, assez minutieux pour que la formation puisse passer. Et là, c'est là que je vais faire peut-être une proposition à la CEI pour que ces affiches-là, à la prochaine, peut-être en 2030, soient données peut-être un mois en amont. Aux législatives? Non, même pas. Non, aux législatives, c'est déjà tard. Peut-être en 2030, il va falloir que ces spécimens-là, ce qu'ils viennent de donner aujourd'hui, peut-être, soient donnés au moins un mois en amont pour que les gens puissent avoir le temps de maîtriser et aller former les gens un peu partout en Côte d'Ivoire, montrer aux électeurs comment ça se passe avant que la période de campagne ne s'ouvre. Parce que nous sommes en période de campagne. Les gens sont plus préoccupés sur comment avoir des électeurs que comment les former. On est plus préoccupé à convaincre les électeurs. On ne regarde pas l'aspect vote. Or, nous avons une population où on a au moins 60% de la population ivoirienne qui est analphabète. C'est compliqué avec une population comme ça. Voilà. Donc, il va falloir que la CEI revoie un peu ce côté pour aider les équipes de campagne. Place maintenant au troisième et dernier sujet de cette émission, élection et paix sociale, la Côte d'Ivoire, l'épreuve de la maturité démocratique. Première question adressée à Samba David. Comment vous définissez aujourd'hui la maturité démocratique dans un pays, notamment et spécifiquement en Côte d'Ivoire? Quand on parle de maturité, on parle d'un niveau d'état d'esprit, voilà, face aux situations. Pour nous, avec les différentes situations que la Côte d'Ivoire a vécues, surtout relativement aux élections présidentielles, aux élections dans son ensemble, il fallait aujourd'hui tirer une leçon. Il fallait vraiment tirer une leçon. Malheureusement, nous n'avons pas tiré de leçon de tout ce que nous avons vécu comme crise. Depuis 2010, les mêmes causes se répètent. Les mêmes causes se répètent. Est-ce qu'on ne va pas dans les années 90 pour remonter? Oui, bon, 90, mais je prends juste à côté là. Donc, depuis 2010, les mêmes causes se répètent et les mêmes conséquences. Est-ce que nous avons atteint une certaine maturité en ce qui concerne la démocratie en Côte d'Ivoire? La démocratie, pour moi, c'est la volonté, c'est le pouvoir du peuple et par le peuple. Regardez un peu cette élection encore qui se dessine et avec son lot de grincements de dents. Regardez ces personnes ou ces partis historiques ou ces dirigeants politiques historiques qui ont avec eux un nombre important de militants qui sont mis à l'écart. Pendant que les élections ou la campagne démarrent le 10, l'opposition dans son ensemble appelle à une marche pour la paix et pour les élections apaisées et inclusives. Regardez un peu ce que ça va créer. Alors je me demande si le président Ouattara a bien pu tirer les leçons des années passées. Lui là qui se fait apôtre de la paix
et de la démocratie dans toutes ces prises de parole. Et c'est à cela que je voudrais vraiment revenir pour dire, il n'est pas tard. C'est pour ça tout à l'heure, la première question, j'ai dit, malheureusement, celui qui tient le levier, qui devait ramener l'attention ou décrisper l'attention, n'a pas pu encore sauver la Côte d'Ivoire d'une énième crise qui s'annonce. Parce que là où l'opposition appelle à une marche pendant la campagne, regardez un peu. Or, quand on prend la cartographie de ces opposants-là, regardez les zones qui sont occupées par ces opposants. J'ai une question avant celle de Lansana Karamoko, même si elle n'est pas forcément dans ce sujet. Est-ce qu'on a déjà assisté à une marche durant une campagne présidentielle en Côte d'Ivoire? À ma connaissance, non. Bien. Alors, Lansana Karamoko, prochaine question pour vous. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les leaders politiques de l'opposition comme du pouvoir ont-ils réellement tiré des leçons des crises passées qu'a connues la Côte d'Ivoire? Oui, je pense que, en tout cas, en ce qui concerne le président Alassane Ouattara, il a suffisamment tiré les leçons. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il ne faut pas être alarmiste. Et on parle de maturité démocratique, mais c'est le respect des lois. 2, c'est le respect de nos institutions que nous sommes librement données. Et 3, c'est quitter l'état d'exception et rentrer dans l'état de droit où il faut respecter, comme je l'ai dit tantôt, les lois que nous sommes librement données. Mais dès lors où quelqu'un qui n'a pas droit à être sur la liste électorale, au nom du fait qu'il a été ancien président, alors qu'au moment où il veut postuler, il est frappé par une sanction judiciaire, mais il faut qu'il comprenne, même si aujourd'hui, on voit, par exemple, en France, peut-être comparaison n'est pas raison, un ancien président de la République qui a fait 2 mandats est aujourd'hui passible d'une poursuite judiciaire. D'ailleurs, on dirait qu'il n'échappera pas à la prison. C'est dire que ce n'est pas le fait d'avoir été ancien président qu'on a carte blanche pour être candidat systématiquement à l'élection qui suit. Si on a des démêlés avec la justice et que cette justice dit qu'on ne peut pas compétir, on doit respecter, on ne doit pas dire non, il a du monde derrière lui, non, et il a été ancien président, donc il doit pouvoir être forcément président. Il faut respecter les lois. C'est ce qu'un accouchement, que les femmes m'en excusent, mais c'est une image qui veut donner. Un accouchement est toujours difficile, mais une fois que l'enfant vient au monde, la femme est soulagée, elle est heureuse. Aujourd'hui, pour rentrer dans l'état de droit, c'est compliqué, c'est difficile, mais il faut l'accepter. C'est en ce moment-là que nous allons faire valoir, n'est-ce pas, notre maturité que le président a annoncé, n'est-ce pas, dans son dernier message. Bien, Dr Daouda Ouattara, quelles sont pour vous les causes, les sources de tension aujourd'hui qu'il faut surveiller en cette période électorale? Ce qui provoque vraiment les tensions, c'est assez vaste. Il y a une surtout chez nos acteurs politiques. Si. Il y a une kyrielle de raisons qui peuvent amener, n'est-ce pas, une crise lors de ces élections à venir. Alors, moi, je mets en premier lieu l'égocentrisme de certains de nos hommes politiques. Ou si ce n'est pas eux, que ce ne soit personne d'autre. Pourtant, à leur tour, les gens ont voulu, ont dit trop c'est trop, et ils ont porté leur choix sur toi pour que tu deviennes président de la République. Or, à ton tour, quand on t'élimine, il faut être assez citoyen pour l'accepter, comme les autres l'ont accepté autrefois. Yeah. Et puis toi, tu es devenu président. Parce qu'en 2000, on a eu... le peuple ne voulait pas de régime militaire au pouvoir. Et il y a eu un candidat qui a été plébiscité pour devenir président. Mais si à ton tour, tu es éliminé, il faut être assez citoyen, il faut faire preuve de civisme pour accepter, peut-être pour adouber un autre candidat comme tu as été adoubé en 2000 pour que quelqu'un d'autre puisse devenir président de la République. C'est vrai que nous sommes en politique. Pour ne pas paraphraser Machiavel, où tous les moyens sont bons pour parvenir à sa fin. Mais nous sommes au 21e siècle. Nous ne sommes plus au 15e siècle quand Machiavel écrivait cette œuvre-là. Alors, il va falloir faire preuve de civisme. Il va falloir faire preuve de maturité pour adoucir
le climat social. Parce que quand tu tiens des propos, quand tu chauffes tes militants à blanc en disant qu'il n'y aura pas d'élection, alors qu'ils ont partagé les kits aujourd'hui même, il y a eu un processus. Le processus n'a cessé d'avancer depuis lors. La CEI, Conseil constitutionnel, la CEI a remis les kits, a donné les kits aujourd'hui. Ce qui veut dire que tout est acté. Vous dites à vos militants qu'il n'y aura pas d'élection le 25 octobre. Les gens se mettent en tête qu'il n'y aura pas d'élection. La psychose monte. Et chez vos militants, et chez ceux-mêmes qui n'ont jamais voté du tout de leur vie, les enfants qui vont à l'école, ceux qui vont au travail, ceux qui veulent investir. En tout cas, il y a la psychose qui est en train d'être créée. Alors, autant on demande au régime en place de respecter les lois, de favoriser un climat de confiance, un climat de paix, autant les opposants ou bien toute l'opposition doit respecter ces mêmes règles-là, doit se mettre en conformité. La société civile, pareillement. Parce que quand on dit le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, ce peuple, le mot peuple, le président de la République y est compris, ses ministres, son gouvernement, le pouvoir en place, l'opposition, la société civile, tout le monde appartient à ce peuple-là. Alors, si on doit respecter la loi qu'on s'est prescrite en société, comme Jean-Jacques Rousseau l'a dit, il va falloir que tout le monde se mette en conformité ces lois-là pour que nous puissions, une fois dans la vie de la Côte d'Ivoire, faire peut-être une passation de charges de façon pacifique au soir du 25 octobre. Marcellin Niawa, est-ce que vous, selon votre lecture et vos observations de la scène politique ivoirienne, le discours des leaders favorise aujourd'hui la paix? Mais moi, je pense que ça dépend de quel leader tu parles. On parle de tous les leaders sur ce plateau politique, opposition, société civile, pouvoir. Moi, je pense que le discours du pouvoir en place des leaders du RHDP ne favorise pas la paix. Pourquoi je le dis? Tout à l'heure, vous avez posé une question intéressante sur le progrès démocratique en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi on parle de progrès démocratique, de maturité démocratique? Il faut d'abord voir l'évolution, les progrès que nous avons eus. Or, en Côte d'Ivoire, dans quel cas sommes-nous? Nous sommes dans un cas de régression des acquis démocratiques. Monsieur Sidik, le débat, ça c'est la première source de la paix en Côte d'Ivoire. L'opposition a passé tout son temps, durant toute l'année, à demander ne serait-ce qu'un dialogue avec le pouvoir. Mais ils n'ont jamais eu gain de cause. Le président de la République a refusé, n'a jamais daigné recevoir son opposition pour discuter autour de toutes les conditions. Et c'est ce qui aujourd'hui alourdit cette atmosphère. Qu'est-ce que le président de la République... Il y a l'absence, vous allez continuer, il y a l'absence de dialogue politique, disons, d'une autre phase de dialogue politique, mais il y a des opposants qui ont été reçus par le chef de l'État. On peut citer Pascal Affi-N'Guessan, Tidjane Thiam et bien d'autres personnes, même Laurent Gbagbo et bien d'autres personnalités politiques. Mais je pense que c'était dans un autre contexte. Juste une précision pour nos téléspectateurs. Oui, mais je suis d'accord. Mais laissez-moi, j'ai dit l'opposition, le PPACI, par exemple, a envoyé un courrier. Et ils ont fait un autre courrier de relance au gouvernement pour pouvoir un dialogue. Un dialogue politique. Les sujets qui étaient contenus dans ce courrier n'ont rien à voir avec la rencontre du président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara. Vous avez dit qu'aucun opposant n'a été reçu par le chef de l'État. Oui, mais quand j'ai dit reçu, j'ai dit dans le cadre politique. Donc, c'est ça qui alourdit plus l'atmosphère dans ce pays. Parce que l'appel, c'est un débat. C'est une discussion. Effectivement. Mais il y a aussi les discours dont on parle, les discours des politiques. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Lorsqu'un discours, un homme politique, par exemple, je ne vais pas citer des noms, permettez-moi, mais ces derniers temps, je regarde sur la toile, on écoute parler. Ce n'est pas le rôle d'un homme politique d'aller menacer d'autres hommes politiques. Qu'ils disent ceci, ils vont voir. Qu'ils fassent ceci, ils vont voir. Ça, ce n'est pas un discours politique qui apaise. Quand on est homme politique, on doit être rassembleur, on doit se faire comprendre. Cela dit, aucun opposant jusqu'à présent n'a dit qu'il n'y aura pas d'élection le 25 octobre. En tout cas, à ma connaissance. Comme ils disent le nom d'un homme politique ici en Côte d'Ivoire qui a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Personne n'a dit. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais dit qu'il ne va pas aux élections. Tidjane Thiam n'a pas dit qu'il ne va pas aux élections. Affi n'a pas dit qu'il ne va pas aux élections. Alors donc, qu'on soit vraiment véridique, en disant, en se collant à ce que les autres ont dit. Personne n'a dit qu'il ne va pas aux élections. Seulement qu'il veut le dialogue et il dit qu'il faut que la Constitution soit respectée. Bien, merci Marcellin Niawa. Samba David, cela dit, le pardon national reste aujourd'hui
un enjeu pour la Côte d'Ivoire? Le pardon national. Oui, ça reste un enjeu. Et vous voyez, avant de revenir à cette question, on va aller rapidement. Il y a cette question, il y a ce sujet de loi auquel nos amis sont scotchés à tout moment. Il faut respecter la loi. Vous voyez, le 4, samedi dernier, alors qu'on demande à l'opposition de ne pas marcher pour appeler à la paix et tout ça, à Korogo, il y a eu une marche. C'est cette même loi-là qui interdisait. Et nous avons vu un communiqué au cours duquel les responsables de la sécurité de Korogo ont dû recevoir les organisateurs pour leur dire, ou bien pour leur donner des conseils. Vous voyez, dans un parti, on demande aux autres de ne pas marcher et l'autre s'est permis. Pourtant, ça a été encadré. C'est cette loi-là, à double vitesse-là, que nous ne voulons pas. Alors, le pardon, vous voyez, il est question de reconnaître ce qu'il faut faire ou ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est calme et que les gens disent que 15 ans de gouvernance sans trouble en Côte d'Ivoire, c'est parce que l'opposition a fait sa part. Il y a aussi des tentatives de déstabilisation qui ont été déjouées. Vous permettez? C'est parce que l'opposition a fait sa part. Bien sûr. L'opposition n'a jamais appelé à un soulèvement. L'opposition n'a jamais menacé ce pouvoir, comme ce fut le cas pour M. Ouattara quand il était opposant. C'est parce que l'opposition veut que la Côte d'Ivoire soit stable qu'elle est stable aujourd'hui. Est-ce que vous partagez cet avis de certains observateurs qui estiment que si la Côte d'Ivoire est-elle aujourd'hui stable, c'est bien sûr grâce à l'opposition que vous dites responsable, mais aussi grâce au gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire, qui arrive à déjouer certaines tentatives de déstabilisation? À ce que je sache, les opposants en Côte d'Ivoire ne sont jamais mêlés. Ne sont jamais mêlés à quoi que ce soit. Donc, les tentatives, personne ça peut partir même du sein même du pouvoir. Déjouer certaines tentatives de déstabilisation. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Votre précision fait croire comme si l'on a cité l'opposition politique. Ce n'est pas le cas. Nous sommes en train de parler de l'opposition. Nous parlons de l'opposition et vous parlez des tentatives. Opposition et pouvoir. Oui, attendez. Le pouvoir, je dis, s'il y a eu certaines velléités ou bien certaines tentatives de déstabilisation en Côte d'Ivoire, je dis que cela ne vient pas de l'opposition. Okay. Je confirme et je maintiens que si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est stable, c'est parce que l'opposition est civilisée. Et l'opposition aime la Côte d'Ivoire. C'est juste grâce à l'opposition. Grâce à l'opposition. Sinon, l'effort de l'État également. Non, l'effort de l'État devrait être d'accorder le dialogue à l'opposition. Depuis quand? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, laissez-moi finir. Je vous ai posé assez de questions. Quand vous me posez des questions, non, je ne vous interromps pas, je fais des relances. Alors, Lansina Karamoko, quelle est la place des religieux dans le maintien de la paix en période électorale pendant et après la campagne? Les religieux, avant et maintenant et même après, et même encore ce matin, lorsque on était à la cérémonie d'inauguration du plus grand CAFOP de l'Afrique de l'Ouest qui a été inauguré aujourd'hui à Niamey, les religieux encore priaient pour la Côte d'Ivoire, priaient pour la paix en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous saluons, n'est-ce pas, l'esprit d'ouverture et de paix du président de la République qui a toujours prôné la paix. Et la paix aussi se manifeste à travers toutes les infrastructures de développement. N'est-ce pas, quand on dit que c'est l'opposition qui est civilisée, non, c'est les populations ivoiriennes qui ne veulent plus voir autre chose. Est-ce qu'on peut espérer une élection sans contestation majeure en octobre, ce mois? Les élections vont bien se passer. L'opposition va toujours, une frange de l'opposition va contester parce que de toutes les façons, il y a une bonne partie de l'opposition qui va à ces élections. Il y a Mme Simone Evé Gbagbo, il y a Don Melo.
il y a les opposants qui vont à ces élections-là. Maintenant, ceux qui n'iront pas vont contester. Cela va de soi. Et ça a été ainsi à travers le monde, même de la grande États-Unis. Docteur Daouda Ouattara, que faire aujourd'hui pour consolider la paix après le scrutin? On va dire pendant et après le scrutin. D'accord. Mais avant de répondre à vous votre n'avez question... pas assez de temps. Non, je sais que je n'ai pas assez de temps, mais je vais répondre un peu... brièvement à Nyawa. Nyawa Masséen qui a dit qu'aucun opposant n'a refusé d'aller aux élections. Oui. Effectivement, il a raison. Oui. Parce que tout le monde a déposé sa candidature à la CEI. Mais quand tu n'as pas refusé d'aller aux élections, tu as été déposé ta candidature à la CEI. Et que certains n'ont pas déposé leur candidature. Non, certains. Bon, la plupart. Charles Blé Goudé, Guillaume Soro. Non, Charles Blé Goudé n'a pas déposé. Monsieur Blé Goudé, ça c'est un autre cas. Mais ceux qui sont là actuellement. J'ai dit. Non. Vous avez dit qu'ils n'ont pas refusé d'aller aux élections. Donc je réponds textuellement à ça. Donc ils n'ont pas refusé d'aller aux élections. Donc ils ont été déposés leur candidature. Ceux qui voulaient déposer leur candidature ont été déposés leur candidature à la CEI. Les candidatures ont été traitées à la CEI et déposées au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a trouvé que certaines candidatures n'étaient pas recevables. Et ces candidatures ont été rejetées. Mais quand c'est le cas, il faut l'accepter. Tu n'as pas refusé d'aller aux élections. Tu as candidaté, tu as été recalé. Il faut l'accepter. Et puis, la vie va continuer. En 2030, tu vas revenir encore, tu vas te préparer pour revenir encore de plus belle. Parce que nous, les Ivoiriens, nous en avons marre. Quand ce n'est pas toi, le pays doit brûler. Quand ce n'est pas toi, ça ne doit pas être quelqu'un d'autre. Nous en avons marre. Surtout nous, cette nouvelle génération, nous en avons marre de ces vieux politicards, je ne dis pas politiques, mais politicards qui sont égocentriques, qui sont nombrilistes, qui sont pouvoiristes, qui pensent que si ce n'est pas eux, la Côte d'Ivoire ne doit pas avancer et qu'ils détiennent l'ACD de la Côte d'Ivoire. Nous en avons marre. Monsieur Sidi, je voulais dire... Alors, en un mot, est-ce que la Côte d'Ivoire est-elle prête à prouver sa maturité démocratique? Mais j'ai dit la Côte d'Ivoire n'est pas sur le chemin. Nous sommes dans un cas de régression. Mais ce que je vais insister là-dessus. Tout à l'heure, j'ai dit aucun opposant n'a dit qu'il n'y aura pas d'élection le 25. Il n'a jamais dit. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'élection le 25 octobre. Donc, c'est moi qui parle. Non, laisse-moi qui parle. Pourquoi vous avez le désordre directement? Donc, j'ai dit. Sur ce plateau. D'accord. C'est ce que j'ai dit. Et je pense que M. Daouda le retienne. Monsieur Ouattara. Voilà. Mais Daouda, c'est ton nom aussi. Non, c'est mon nom. Le retienne. J'ai dit, l'opposition n'a jamais dit qu'il n'y aura pas d'élection le 25 octobre. Ça, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, vous parlez de maturité démocratique. J'ai dit, pour parler de maturité démocratique, il faut faire le point. Aujourd'hui, là, la première des choses, c'est le débat. Qui dit démocratie dit débat. Quel type de débat? Mais le débat politique. Il n'y a pas de débat politique. Mais laisse-moi parler. S'il vous plaît, Marcel Nyawa, c'est moi qui pose des questions. Oui, mais lui, quand vous voulez prendre la parole, adressez-vous à moi. Et non à l'ancien Karamoko. C'est l'heure du carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, le premier carton avec Dr Daouda Ouattara. Alors, moi, mon carton, très rouge d'ailleurs, à l'endroit des 3 grands partis politiques de Côte d'Ivoire, le RADP, le PDCI, RDA et le PPACI. Pour ces élections à venir, nous vous demandons pardon, surtout nous autres jeunes de Côte d'Ivoire, nous vous demandons pardon pour qu'il y ait 0 mort, 0 blessé, 0 bien service endommagé. Il faudrait que, pour une fois, les élections se passent de façon normale, comme ça se passe partout ailleurs dans le monde. Parce qu'avant vous, il y avait la Côte d'Ivoire. Avec vous, il y a la Côte d'Ivoire. Et après vous, la Côte d'Ivoire demeurera. Donc, carton rouge à vous. Marcel Nyawa, carton rouge. Carton rouge à la mairie de Makori. Aujourd'hui, pour ceux qui viennent en zone 4, la rue Fleming, elle est impraticable. Je veux que la mairie de Makori se penche sur cette rue-là. Il faut qu'elle fasse quelque chose. Je ne sais pas si c'est elle ou bien le district d'Abidjan, mais toujours est-il que c'est la commune de Makori qui est fortement dégradée. Il faut que le maire de Makori se penche sur ce cas très rapidement. Bien. Merci Marcel Nyawa. Nous vous accompagnons pour ce carton rouge. Nous avons fait assez de reportages sur cette célèbre la rue Alex Fleming. Malheureusement, toujours pas de solution. On espère avoir des solutions après cette émission. Carton rouge. Je passe la main. Nassina Karamoko. Je passe également. Voilà, chers téléspectateurs, ce scrutin d'octobre 2025 s'annonce comme un test à la fois
politique et sociale pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Entre confiance, responsabilité et transparence, la Côte d'Ivoire, rendez-vous avec son histoire démocratique. Merci à nos invités et consultants et à vous aussi d'avoir été nombreux à suivre cette émission tous les jours, du lundi au jeudi à partir de 19h30 sur Reflet TV 337 sur Canal+. On te donne rendez-vous demain à la même heure pour un autre numéro d'Entre deux News. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.